Le secret de la cabane dans l'arbre. Lorsque le fils d'Elena, âgé de 9 ans, posa son pied sur une planche pourrie du vieux plancher de la cabane abandonnée de leur grand-mère, il n'imaginait pas qu'il allait ouvrir une brèche vers un secret enfoui depuis plus de 70 ans. Sous ce bois fatigué se cachait une fortune capable de faire la une des journaux internationaux. 100 millions de dollars, soigneusement dissimulés dans le creux d'un chêne monumental. Mais ce trésor n'était pas qu'une bénédiction, il était aussi la clé d'une énigme que des hommes puissants auraient préféré garder enterrée, quitte à tuer pour la protéger. Quelques jours plus tôt, leur vieille Honda Civic avait agonisé au bout de la route asphaltée, là où commençait la forêt sauvage de l'Oregon. Elena Ramirez avait coupé le contact et contemplait à travers le pare-brise fêlé l'océan de sapins géants qui engloutissait peu à peu la lumière de l'après-midi. C'était ici, dans ce recoin oublié du monde, que se trouvait son héritage, une cabane perchée dans un arbre immense, entrevue une seule fois lors d'une visite d'enfance, 20 ans auparavant. « Maman ? Est-ce qu'on est perdu ?» demanda Léo d'une voix frêle, assis sur le siège passager. À 9 ans, il savait déjà lire les émotions de sa mère comme d'autres déchiffrent les nuages, dans ses yeux sombres, il voyait se rassembler un orage. Elena coupa le moteur. Le silence qui suivit était si vaste qu'il en devint oppressant. 3 ans passés dans un appartement minuscule, où les murs trop fins laissaient filtrer chaque dispute des voisins, chaque porte claquée, chaque promesse brisée, avait effacé de sa mémoire ce que signifiait le vrai silence. Ici, seul le souffle du vent dans les branches et l'appel lointain d'un animal sauvage osaient troubler l'air. « On n'est pas perdu », répondit-elle en consultant la carte griffonnée à la main que le notaire lui avait remise avec l'acte de propriété. « On est juste en train de retrouver notre chemin. » Ils descendirent de voiture, leurs semelles s'enfonçant dans l'épais tapis d'aiguilles de pin accumulés depuis des décennies. L'air avait une pureté que la jeune femme avait oubliée, il ne portait rien du tabac froid et du parfum bon marché qui collait encore à Marcus, même les rares jours où il essayait de se montrer aimant. Ses « bonjour », quand il revenait avec des fleurs et des excuses, n'avaient jamais duré plus longtemps que sa prochaine bouteille. La marque jaune qui avait entouré l'œil de Léo avait fini par disparaître, mais Elena, elle, la voyait toujours. Cadeau final de son père, offert 3 semaines plus tôt, lorsque l'enfant avait tenté de s'interposer entre ses parents pendant ce qui serait leur dernière dispute. Le notaire, lui, avait parlé des « héritages modestes », son ton trahissant la pitié. La maison principale de sa grand-mère avait été vendue depuis longtemps pour payer des factures médicales. Ce qui restait, selon lui, relevait de « l'inhabituel ». Un mot faible, comme Elena allait vite le découvrir. En suivant les tracés tremblés au crayon sur la vieille carte de Rosa Ramirez, elle et son fils s'enfoncèrent dans un sous-bois épais, où la végétation semblait n'avoir plus connu la main de l'homme depuis des années. Les ronces griffaient leurs vêtements, et plusieurs fois Elena douta de leur chemin. La carte évoquait un rocher en forme d'ours, un arbre frappé par la foudre, un tronc couché près du ruisseau, des repères peut-être valables. Il y a 20 ans, mais qui semblaient avoir disparu. Puis Léo leva les yeux. « Maman, regarde !» Elena suivit son regard et son souffle se coupa. Là, fusionnant avec le tronc le plus colossal de toutes la forêt, s'élevait une construction qui paraissait avoir poussé naturellement plutôt que d'avoir été bâtie. Des plateformes de bois spiralant autour du tronc, reliées entre elles par des ponts de cordes et des passerelles suspendues. La cabane ressemblait à un château féerique rongé par le temps. La peinture jadis vive n'était plus qu'un gris spectral, et plusieurs planches tenaient à des angles défiant toute logique. « C'est incroyable », murmura Léo, et pour la première fois depuis leur fuite nocturne de l'appartement, son visage s'illumina. Elena, elle, hésitait à employer ce mot. L'échelle de corde pendue à la première plateforme menaçait de se réduire en poussière au moindre éternuement. Mais cette cabane était à eux. Surtout, c'était un endroit où Marcus ne penserait jamais aller chercher. Léo n'attendit pas. Déjà, il se ruait vers la base du tronc. La montée fut une épreuve pour Elena, qui crut vieillir de 5 ans en 5 minutes. La moitié des barreaux étaient pourris, et son cœur se serrait chaque fois que son fils devait sauter pour atteindre l'échelon suivant. Mais ils finirent par atteindre la plateforme principale, 40 pieds au-dessus du sol. De là-haut, la vue était à couper le souffle. La forêt s'étendait à perte de vue, seulement fendue par le ruban argenté d'un ruisseau serpentant au fond de la vallée.
Tout semblait plus petit. Plus gérable, même la fureur de Marcus paraissait soudain appartenir à une autre vie. La cabane était encore plus vaste qu'elle ne l'avait paru depuis le sol. La pièce principale avait été creusée. Directement dans le tronc, ses parois arrondies donnant l'impression de se tenir au cœur même de l'arbre. D'autres chambres, plus petites, s'ouvraient à différents niveaux, reliées par des escaliers. Sculptées dans le bois vivant. Rosa Ramirez avait passé des décennies à façonner ce lieu. Elena actionna un interrupteur. Des ampoules nues, suspendues à des fils usés, s'allumèrent faiblement. Il y avait de l'électricité. Elle tourna le robinet de l'évier, un filet d'eau rouillée jaillit. De l'eau courante, aussi. Léo explorait déjà, ses baskets résonnant sur les planches. Traversant des passerelles qui se balançaient doucement au vent du soir. « Maman, il y a 3 chambres. Et regarde, d'ici on voit tout le monde. » s'écria-t-il en se penchant par une ouverture. Taillée dans le bois. « Recule de là !» lança Elena, son instinct protecteur la tirant en avant. « Ça va, maman, il y a une corniche, répondit-il, mais il obéit quand même, habitué à déchiffrer. L'inquiétude constante dans la voix de sa mère. Lorsque le soleil disparut derrière la forêt, ils hissèrent leurs affaires grâce à un système de poulies bricolé par Elena avec leurs cordes de camping. Toute leur vie tenait en 4 cartons et 2 valises. 3 ans de mariage, 9 années de l'enfance de Léo, compressés en un chargement de voiture. Cette première nuit. Allongée sur un matelas pneumatique dans la chambre courbe qui était désormais la sienne, Elena écouta des sons oubliés, le froissement des branches, le ululement d'une chouette, le craquement d'un bois ancien qui semblait respirer avec eux. Elle sentit une paix fragile se poser sur son cœur meurtri, comme si l'arbre lui-même leur offrait un refuge. Elle ignorait encore que sous ces planches dormait un secret assez lourd pour briser leur fragile tranquillité, un secret pour lequel d'autres étaient prêts à les traquer. Mais, pour la première fois depuis longtemps, Elena se permit de croire qu'un avenir était possible. Dans l'obscurité profonde de la forêt, le cri lointain d'une chouette résonnait comme une incantation ancienne. Des bruits furtifs couraient dans le sous-bois, chuchotant des secrets que seuls les animaux connaissent. Pourtant, cette nuit-là, pour la première fois depuis 3 longues années, Elena s'endormit sans vérifier 3 fois que les portes étaient bien verrouillées, sans tendre l'oreille à chaque craquement, sans guetter le bruit des pas en colère ou des clés qui tournent dans la serrure. Elle se laissa glisser dans un sommeil lourd. Un sommeil qu'elle croyait à jamais perdu. Au petit matin, ce fut un bain de lumière dorée qui la réveilla. Le soleil traversait les fenêtres sculptées directement dans le bois vivant. Et le chant des oiseaux se mêlait aux éclats de rire de Léo. Ce rire, clair et joyeux, montait de quelque part au-dessus d'elle, comme un fil lumineux qui l'attirait vers l'espoir. En suivant le son, elle découvrit son fils sur la plateforme la plus haute, occupé à nourrir une famille d'écureuils. Les petites bêtes aux yeux vifs semblaient ne craindre ni l'homme ni ses brusques mouvements. « Ils n'ont peur de rien, dit Léo, admiratif. Même quand je bouge très vite, ils ne fuient pas. » Elena observa son fils, fascinée par cette scène d'innocence sauvage. Ces créatures n'avaient probablement jamais connu la violence. Elle n'avait jamais appris à tressaillir aux gestes brusques ni à se recroqueviller devant des voix trop fortes. Peut-être que c'était cela, la guérison. Pensa-t-elle. Peut-être que c'était ce qu'ils étaient venus chercher ici, un lieu où ni elle ni son enfant n'auraient plus à se cacher ou à se méfier. Leur premier véritable défi survint le 3e jour. L'échelle de corde, usée par des allers-retours incessants, céda sous le poids d'Elena alors qu'elle descendait pour récupérer des provisions restées dans la voiture. Le craquement sec résonna comme un coup de feu. Elle s'écrasa au sol, amortie par un tapis d'aiguilles de pin qui griffa ses bras et ses jambes. « Maman !» La voix de Léo surgit du haut. Déformée par la panique. À 9 ans, il paraissait soudain bien plus vieux, son visage tendu par l'angoisse. « Je vais bien !» cria-t-elle en se relevant, les mains tremblantes mais décidées. Juste quelques bleus. Elle ne le dit pas à voix haute, mais le problème était grave, Léo était coincé à 12 mètres de hauteur sans moyen sûr de descendre, et elle était au sol, incapable de remonter. Il fallut à Elena 4 heures de bricolage obstiné pour résoudre la situation. Elle mobilisa tous les nœuds qu'elle avait appris chez les scouts et en inventa même de nouveaux sur le moment pour créer un système de cordage et de poulies qui aurait impressionné son ancien professeur de physique. Lorsqu'elle atteignit enfin la plateforme,
le crépuscule s'installait déjà. Tous deux étaient épuisés, affamés et secoués. Peut-être qu'on a fait une erreur, souffla Elena en s'adossant à la paroi courbe de la pièce principale. On aurait dû prendre cet appartement à Portland, même si la caution était plus élevée que nos économies. Léo s'assit près d'elle et glissa sa petite main dans la sienne, avec une maturité douloureuse acquise trop tôt. Tu te souviens de ce que tu me disais sur papa? Les moments durs ne durent pas, mais les gens forts, si. Elena sentit ses yeux s'embuer. Son petit garçon était en train de lui renvoyer ses propres paroles comme une bouée. Tu as raison, murmura-t-elle en serrant ses doigts. Nous sommes des gens forts. Et jour après jour, ils le prouvèrent. Les matinées d'Elena étaient consacrées à renforcer la structure de la cabane, à remplacer les planches pourries par du bois acheté avec les derniers dollars du dernier chèque de Marcus. Léo l'aidait comme il pouvait, il tendait les outils, passait les vis. Posait des questions. Quand il ne pouvait pas aider, il explorait. La forêt devint pour lui un immense manuel vivant. Il apprit à reconnaître les arbres à leur écorce, les oiseaux à leurs cris. Et il découvrit un trou d'eau dans le ruisseau dont l'eau était si limpide qu'on distinguait chaque galet au fond. Le soir, il s'installait à la lueur des lampes pour leurs leçons. Les mathématiques prenaient soudain un sens concret quand il fallait calculer des longueurs de corde ou des planches de bois. L'histoire devenait palpable quand il parlait des peuples autochtones. Qui avaient vécu dans ces forêts pendant des millénaires avant l'arrivée des colons. La science, elle, était partout, depuis la sève qui circulait dans les troncs jusqu'à l'écosystème complexe qui prospérait dans la canopée. 3 semaines après leur installation, Léo fit une découverte qui allait bouleverser leur vie. Il explorait le grenier, un recoin douillet niché sous le faîte de la cabane, lorsqu'il remarqua que quelque chose n'allait pas avec le plancher. Une section semblait plus récente, ajustée différemment, comme si quelqu'un avait découpé un trou puis l'avait rebouché. « Maman » appela-t-il, il y a un truc bizarre ici. Elena monta les marches étroites taillées dans le tronc et trouva Léo agenouillé près de la partie suspecte. Elle posa la main sur les planches. Elle cédait légèrement sous la pression. Son cœur accéléra. « Aide-moi à soulever ça, dit-elle, la voix vibrante de pressentiment. Ensemble, ils soulevèrent ce qui s'avéra être un faux plancher. En dessous, niché dans une cavité creusée directement dans le cœur de l'arbre, reposait une vieille boîte en fer blanc de la taille d'une boîte à chaussures. Le métal avait verdi avec le temps. Et les bords étaient scellés d'une cire rouge qui semblait avoir été coulée avec soin. Les mains d'Elena tremblaient en la sortant de sa cachette. Elle était bien plus lourde que sa taille ne le laissait supposer. À l'intérieur, quelque chose cliquetait, comme des pièces ou de petits objets métalliques. « Qu'est-ce que c'est, tu crois ?» chuchota Léo, comme si parler trop fort risquait de faire disparaître leur trouvaille. « Je ne sais pas, mon chéri, murmura Elena. Mais je crois que ton arrière-grand-mère Rosa l'a laissée ici pour qu'on la retrouve. Ils descendirent la boîte dans la pièce principale et la posèrent sur la table en bois brut qu'Elena avait fabriquée avec des planches de récupération. À la lumière, elle distingua des lettres gravées sur le couvercle avec un soin évident, RMR Rosa Maria Ramirez, le nom complet de sa grand-mère. La cire se fendilla comme de la vieille peinture tandis qu'Elena la grattait doucement avec un couteau. Les charnières grincèrent lorsqu'elle ouvrit le couvercle. À l'intérieur, tout était enveloppé dans des tissus huilés pour se protéger de l'humidité. Le premier paquet contenait des lettres, des dizaines, attachées par un ruban bleu passé. Elena reconnut l'écriture soignée de sa grand-mère sur l'enveloppe du dessus. Les mots y étaient tracés d'une main ferme, à ma très chère petite fille. Si un jour elle a besoin de ceci. Le second paquet lui coupa le souffle. Ce n'étaient pas des billets de banque ordinaires mais des bons au porteur, ces instruments financiers dont elle n'avait entendu parler que dans des films sur des comptes suisses et des affaires d'espionnage. Chacun était imprimé avec des chiffres interminables, et il devait y en avoir au moins 50. Mais ce fut le 3e paquet qui fit trembler ses mains au point qu'elle faillit le laisser tomber. Des pièces d'or. Chacune lourde, frappée de dates remontant aux années 1940. Aigles américains. Feuilles d'érable canadiennes, crus-gérants sud-africains, pièces venues de pays qui n'existaient peut-être même plus. Et sous ces trésors, emballés dans du plastique qui crissait avec l'âge. Des certificats d'action. Elena ne reconnut pas tout de suite les noms des entreprises, mais les chiffres imprimés semblaient impossibles,
constellé de zéros. Un certificat attira son regard. Microsoft Corporation, daté de 1986, pour 1000 actions. Même elle savait que des actions Microsoft de cette époque valaient aujourd'hui une fortune. Maman? La voix de Léo semblait venir de très loin. Ton visage est tout pâle. Ça va? Elena s'effondra sur une chaise de camping, le paquet de certificats serré dans des mains qui n'arrivaient plus à rester immobiles. Elle dut respirer. Lentement, se forcer à penser avec clarté avant de tirer des conclusions hâtives. Elle ouvrit la première lettre de sa grand-mère. Ma très chère Elena. Si tu lis ces lignes, c'est que je ne suis plus de ce monde et que tu te trouves dans un besoin désespéré d'un nouveau départ. J'espère de tout mon cœur que ce n'est pas à cause d'un homme qui préfère ses points à ses mots. Mais connaissant l'histoire de notre famille avec ce genre d'homme. La voix de Rosa Maria Ramirez semblait traverser les décennies pour lui parler, douce et ferme à la fois. Elena sentit une vague de larmes monter, mélange de soulagement, de tristesse et d'espoir. Elle n'était plus seule. Tout ce passé, toute cette douleur, mais aussi tout cet amour et cette prévoyance, étaient là, dans ses mains. Elle se rendit compte que ce n'était peut-être pas seulement un trésor matériel qu'elle venait de découvrir, mais un héritage de courage et de liberté, légué pour qu'elle puisse enfin briser le cycle. Et offrir à Léo un avenir différent. Dans la cabane suspendue, au cœur de la forêt ancienne, le vent fit bruire doucement les branches. Et pour la première fois, Elena sentit que la vie, cette fois, était vraiment sur le point de Chang. Elena tenait la lettre entre ses doigts tremblants, le papier jauni vibrant comme s'il contenait encore le souffle de celle qui l'avait écrit. Sa grand-mère Rosa lui parlait à travers ces lignes, et chaque mot semblait chargé de poids, d'histoire, d'amour et de secrets jalousement gardés pendant des décennies. Ce que tu tiens entre tes mains est le fruit de 70 années de labeur discret, de sacrifices silencieux et d'investissements que beaucoup auraient jugés insensés. Quand j'étais jeune, je nettoyais les maisons des familles riches de Portland. Elles jetaient plus de nourriture que nous n'en mangions en une semaine. Mais elles jetaient aussi autre chose, des actions, des obligations, des certificats qu'elles croyaient sans valeur. Moi, je les ai gardés. Elena imaginait sa grand-mère, jeune femme au tablier usé, ramassant avec soin ses papiers froissés et tachés d'encre, que d'autres considéraient comme de vulgaires déchets. Elle les avait serrés contre elle comme on serre une promesse silencieuse, croyant contre toute logique qu'un jour, il servirait à quelque chose. Beaucoup de ces entreprises que l'on disait ruinées ont fini par renaître. Les obligations aux porteurs que tu as trouvés valent aujourd'hui près de 15 millions de dollars. L'or, une dizaine de millions de plus, selon le marché. Mais le véritable trésor, ma chère enfant, réside dans ces actions. Elena releva les yeux vers les certificats éparpillés sur la table de fortune qu'elle et Léo avaient dressée dans la cabane. Les noms imprimés semblaient irréels, comme surgis d'un compte moderne, Microsoft, Apple, Amazon, Google. Lorsque j'ai demandé à un conseiller financier de Portland de les évaluer l'année dernière, il a estimé leur valeur à 120 millions de dollars. Peut-être encore davantage aujourd'hui. Je n'en ai jamais parlé à personne, pas même à ta mère. Trop de gens changent quand ils apprennent l'existence d'une telle fortune. Même dans la famille, l'avidité peut dévorer l'amour. Mais toi, mon trésor, tu as le cœur de ta mère et la force de ton père. Utilise ce don avec sagesse. Construis quelque chose de beau. Offre une nouvelle chance aux femmes qui, comme toi, en ont désespérément besoin. Les larmes brouillaient la vue d'Elena. Elle revoyait sa grand-mère assise dans cette cabane, la même cabane qui avait été son refuge, son sanctuaire. Rosa lui léguait non seulement une fortune, mais une mission, transformer cette richesse en tremplin pour d'autres vies. Il y a encore plus, caché dans l'arbre lui-même. Cherche le plan que j'ai dessiné au dos de cette lettre. Ce que tu as trouvé n'est que le commencement. Toute mon affection et ma foi en ta force. Grand-mère Rosa. PS, ne fais confiance à personne qui te propose son aide à propos de cette fortune, à moins qu'il ne t'ait aimé avant que tu la possèdes. La richesse réveille le pire chez les gens, même ceux que tu crois proches. Les doigts d'Elena tremblaient si fort qu'ils en faisaient vibrer le papier. Elle retourna la lettre et découvrit un dessin à la main, une vue du haut de la cabane, un X, marqué sur le tronc principal,
à une dizaine de pieds sous la plateforme. Léo, penché sur son épaule, lisait avec de grands yeux écarquillés. « Maman, ça veut dire qu'on est riche ?» Elena le regarda, puis abaissa les yeux sur les piles de certificats. Les chiffres qu'elle lisait appartenaient davantage à un roman de fantaisie qu'à la réalité. Riche? Non, ce mot ne suffisait pas. Si sa grand-mère avait raison, si ces documents avaient vraiment la valeur indiquée, ils n'étaient pas seulement riches, ils étaient immensément fortunés. De quoi effacer toutes les angoisses financières, de quoi offrir à Léo un avenir qu'elle n'avait jamais osé rêver, de quoi tendre la main à d'autres comme elle avait tant souhaité qu'on le fasse pour elle lorsqu'elle était prisonnière. De Marcus. Mais pour l'instant, il fallait voir ce que cachait encore l'arbre. Guidés par le plan, ils descendirent le long du tronc massif. Ce qu'Elena avait d'abord pris pour de simples rainures naturelles dans l'écorce se révéla être des panneaux taillés avec soin, usés par le temps mais toujours visibles. En suivant la séquence indiquée, elle appuya sur plusieurs zones. À la 4e tentative, un déclic discret retentit et une partie de l'écorce pivota doucement, dévoilant une cavité tapissée de métal. À l'intérieur, 3 boîtes de fer blanc plus grandes que la première les attendaient, parfaitement protégées de l'humidité et des insectes. Leur extraction prit près d'1 heure, tant la cachette était profonde et l'opération délicate. Lorsqu'ils rapportèrent enfin leur butin sur la plateforme, la table ressemblait à une scène sortie d'un film de pirates, lingots, obligations, piles de certificats. Elena reconnaissait maintenant les logos. Netflix, Tesla, Facebook, Twitter. Léo, surexcité, brandissait l'un des papiers. « Regarde maman. C'est l'entreprise qui a créé Fortnite. Et là, c'est Netflix. » Le téléphone d'Elena, miraculeusement encore fonctionnel, malgré leur isolement, captait un maigre signal. Elle lança des recherches rapides. Les résultats la firent chanceler, l'estomac noué. Rosa n'avait pas seulement eu de la chance, elle avait eu une vision. Amazon acheté en 1997 pour quelques dollars l'action valait désormais des milliers. Google, Apple, Tesla, toutes ces entreprises devenues des géants, Rosa les avait acquises alors que personne n'y croyait. D'après ses calculs fébriles, leurs biens atteignaient environ 180 millions de dollars. Mais une telle fortune attirait inévitablement des convoitises. Et le répit fut de courte durée. D'une manière qu'Elena ne comprit jamais vraiment, peut-être un mot lâché par un avocat, ou un employé de banque trop bavard, la rumeur se répandit. Une semaine plus tard, leur sanctuaire forestier fut envahi par des visiteurs indésirables. Le premier fut un homme en costume hors de prix, qui grimpa à leur nouvelle échelle de corde comme s'il en avait reçu l'invitation. Il étala sur leur table des photocopies des certificats et parla d'une voix mielleuse qui masquait mal la menace. « Il y a des irrégularités dans la collection de votre grand-mère, dit-il, son sourire figé n'atteignant pas ses yeux. Mes clients possèdent des preuves que certains de ces titres ont été acquis par des moyens frauduleux. Nous sommes disposés à régler cela discrètement, sans impliquer ni la justice ni la presse. » Vos clients, demanda Elena en serrant Léo contre elle. Des parties lésées par les habitudes de votre grand-mère. Elles ont un droit légal à récupérer leurs pertes. Elena se redressa, le regard dur. Elle connaissait la minutie de Rosa, ses carnets remplis de dates, de reçus, de traces irréfutables. Tout avait été acheté. Légalement, patiemment. Ces titres appartiennent à ma grand-mère, dit-elle d'une voix ferme. Elle a des preuves pour chaque achat. Il n'y a aucune fraude. Le sourire de l'homme se crispa, devenant une lame glaciale. Ce n'est pas l'avis de nos juristes. Mais nous sommes des gens raisonnables. 8 millions de dollars, en liquide, et vous disparaissez. Tout le monde est gagnant. 8 millions. La somme fit vaciller Elena un instant. Elle n'avait jamais possédé un dixième, ni même un centième d'une telle richesse. Cette somme réglerait tous ses soucis, offrirait à Léo un avenir en or. Mais quelque chose, dans la voix de l'homme, dans son intrusion sans scrupule, dans la manière dont il salissait la mémoire de Rosa, fit jaillir en elle une colère farouche. Elle planta ses yeux dans les siens, et d'une voix basse, glaciale, prononça « Quittez ma propriété ». Le faux sourire disparut entièrement. « Vous commettez une grave erreur, Madame Ramirez. Mes clients ne renoncent jamais facilement.
Et la prochaine fois, nous risquons de ne pas être aussi généreux dans notre offre. L'homme descendit lentement l'échelle de corde avant de disparaître dans l'ombre de la forêt. Mais Helena savait qu'il ne serait pas le dernier. Elle avait raison. L'assaut des prétendants. Durant la semaine qui suivit, la cabane perchée dans les arbres devint le théâtre d'une étrange procession. Des détectives privés, des avocats mandatés par des héritiers, surgis de nulle part, et même de prétendus parents éloignés apparurent tour à tour. Tous brandissaient des documents aux allures officielles. Tous avaient une histoire bien rodée expliquant pourquoi la fortune de Rosa Ramirez leur revenait de plein droit. Et tous, sans exception, proposaient de régler à l'amiable en échange d'une fraction dérisoire de la véritable valeur du trésor. Mais Helena n'avait confiance en aucun d'eux. Au lieu de se laisser intimider, elle décida de contacter la seule personne qui, au milieu de ce chaos, n'avait jamais rien cherché à obtenir d'elle, Thomas Chen. Ce modeste avocat de famille de la petite ville avait géré les papiers officiels de la succession de sa grand-mère. Tom n'était pas équipé pour manœuvrer dans le monde des héritages de 100 millions de dollars, mais il avait une qualité rare, l'honnêteté. Et en cet instant, l'honnêteté valait bien plus que l'expertise. La conversation décisive. Assise à l'unique endroit de la cabane où le signal passait correctement, Helena l'appela. « Tom, tu ne vas pas me croire? J'ai découvert quelque chose qui change tout. » Mais les gens affluent de partout, affirmant que ma grand-mère avait volé cet argent. Je ne sais plus à qui me fier. Un silence long et pesant s'installa à l'autre bout du fil. Enfin, la voix grave de Tom résonna. « Helena, je dois te poser une question directe. Es-tu absolument certaine que ces biens appartenaient légitimement à ta grand-mère? J'ai ces lettres, Tom. Des archives méticuleuses, des reçus qui remontent à des décennies. Elle a tout noté. C'était le sien, sans l'ombre d'un doute. Alors, tu as besoin d'une aide juridique sérieuse, et rapidement. Parce que si ce que tu me dis est exact, tu es sur le point de devenir l'une des femmes les plus riches du Nord-Ouest Pacifique. Il marqua une pause, puis ajouta d'une voix plus sombre. Ce genre de fortune n'attire pas seulement les avocats. Cela attire aussi un tout autre type de problème. Quel problème? Ceux qui ne se résolvent pas avec des papiers légaux, mais avec la peur, la menace, parfois pire. Les ombres dans la nuit. Cette nuit-là, alors que le vent bruissait dans les branches, Helena entendit des véhicules s'enfoncer dans la forêt. Elle éteignit aussitôt toutes les lumières de la cabane et se pencha entre les planches du plancher. En contrebas, des faisceaux de lampes torchées balayaient la pénombre, dessinant des éclairs de lumière mouvante parmi les troncs. On fouillait méthodiquement la zone autour de leur arbre. Heureusement, les compartiments secrets se trouvaient 40 pieds plus haut, invisibles depuis le sol. Pourtant, Helena ne ferma pas l'œil de la nuit. La meilleure et la pire nouvelle. Au matin, elle reçut à la fois la meilleure et la pire des nouvelles. La meilleure venait de Tom. Toute la nuit, il avait contacté des spécialistes en droit successoral et en expertise financière. D'après les descriptions que tu m'as données, ton héritage semble parfaitement légitime. Ta grand-mère était une investisseuse avisée, entrée très tôt dans des entreprises qui sont devenues des géants. Ceux qui t'assaillent ne sont sans doute que des opportunistes. La pire nouvelle, elle la vit en ouvrant la fenêtre principale de la cabane. 3 SUV noirs étaient garés à différents points du périmètre, encerclant littéralement leur sanctuaire. Un choix impossible, devenu évident. 4 mois plus tôt, Helena aurait paniqué. Elle qui sursautait au moindre bruit que faisait Marcus, son ancien compagnon violent, et qui connaissait par cœur des plans d'évasion pour chaque pièce de leur ancien appartement. Mais ce matin-là, quelque chose avait changé. Elle était fatiguée de fuir. « Tom, dit-elle d'une voix ferme, je veux me battre. Pas seulement pour défendre cet héritage, mais pour en faire quelque chose dont ma grand-mère serait fière. Je veux utiliser cet argent pour aider d'autres femmes à recommencer leur vie. » Tom hésita. « C'est admirable, Helena. Mais tu dois penser à ta sécurité, et à celle de Léo. » Elle regarda son fils, assis dans un rayon de soleil, absorbé par son livre. Pour la première fois, il semblait totalement en paix. Elle se jura qu'aucun prédateur ne lui volerait ce calme retrouvé.
Combien de temps faudrait-il pour créer une fondation officielle, quelque chose de solide, de légal, qui empêcherait quiconque de prétendre que cet argent n'attend qu'à être volé? Quelques jours, si on fait les choses correctement. Mais réfléchis bien, une fois que tu auras rendu ta richesse publique, tu ne pourras plus jamais revenir à l'anonymat. Elena pensa à toutes les femmes encore prisonnières, qui sursautaient au bruit de pas, qui maquillaient leurs blessures, qui croyaient mériter les coups qu'elles recevaient. Si la fortune de sa grand-mère pouvait en libérer ne serait-ce qu'une seule, le prix en valait la peine. J'en suis sûr, Tom. Allons-y. La conférence dans les arbres. Une semaine plus tard, Elena stupéfia tous ceux qui tournaient autour d'elle comme des vautours. Elle ne négocia pas, ne se cacha pas, elle alla au-devant du monde. La conférence de presse se tint dans la cabane même, 40 pieds au-dessus du sol. En jean propre et chemise à carreaux, Elena se tenait droite sur la plateforme principale. Autour d'elle, une douzaine de journalistes, haletant d'avoir gravi les échelles de corde, pointaient micro et caméra. La voix d'Elena resta claire et ferme. Ma grand-mère, Rosa Ramirez, a bâti cet héritage. Pendant 70 ans, grâce à son intelligence et à sa patience. Elle ne me l'a pas laissé pour que j'achète des villas ou des voitures de luxe, mais pour que je donne à d'autres femmes la chance d'échapper à la violence et de reconstruire leur vie. Elle annonça alors la création de la Fondation Rosa Ramirez, dédiée à fournir logement sûr, aide juridique, formation professionnelle et soutien financier aux femmes victimes de violences domestiques. La propriété de la cabane deviendrait le siège, et d'autres refuges seraient construits dans la forêt. Cet endroit a sauvé ma vie et celle de mon fils, ajouta-t-elle en posant une main protectrice sur l'épaule de Léo. Ma grand-mère l'avait conçu comme un sanctuaire. Aujourd'hui, il le sera pour toutes les familles qui ont besoin d'un lieu sûr pour guérir. La métamorphose du trésor. L'annonce eut un effet foudroyant. En quelques heures, Elena passa du statut de « femme chanceuse » à celui de philanthrope visionnaire. Les avocats mystérieux et leurs clients disparurent comme par enchantement. Affronter une fondation contre les violences conjugales aurait été un désastre d'image. Mais la véritable consécration arriva 6 mois plus tard, lorsque les premières familles franchirent le seuil du refuge, désormais baptisé le refuge de Rosa. Il y avait Maria, 24 ans. Mère de jumeaux au bleu encore visible. Jessica, quadragénaire dont les mains tremblaient encore au claquement des portières. Et Sarah, 19 ans, enceinte de 7 mois, qui sursautait au moindre bruit. Chacune reçut une petite cabane perchée, des versions réduites de l'original, construites pour offrir sécurité et chaleur. Multiples issues de secours, système de communication sécurisé, emplacement dissimulé dans la canopée, tout avait été pensé. Ici, vous êtes en sécurité, dit Elena à chacune, les yeux brillants d'émotion. En sécurité, et quand vous serez prête. Nous vous aiderons à bâtir la vie que vous méritez. Léo, désormais âgé de 10 ans, avait grandi de 3 cm et s'était improvisé comité d'accueil. Il montrait aux enfants les passerelles de corde, leur apprenait à reconnaître le chant des oiseaux, leur révélait les secrets des arbres grimpables et l'emplacement de la vasque naturelle où l'eau restait douce même en hiver. Voir son fils transmettre la guérison qu'il avait lui-même reçue convainquit Elena d'avoir suivi exactement la bonne voie. L'héritage de Rosa. Un soir d'automne, alors que la première neige poudrait les branches et transformait la forêt en conte féerique, Elena s'installa sur la plateforme principale, un dossier de la fondation sur les genoux. Éclairé par une lampe tempête. Le refuge abritait déjà 23 familles. Elena avait acheté discrètement les terrains voisins pour s'agrandir. Des conseillers, des enseignants, des formations. Une clinique juridique aidait désormais les femmes à reprendre le contrôle de leur vie. Léo grimpa à ses côtés, désormais assez grand pour affronter l'échelle de corde avec aisance. Maman? Tu te demandes parfois ce qui se serait passé si nous n'avions pas trouvé le trésor de grand-mère Rosa? Elle pensa à leur ancien appartement étouffant, aux plans d'évasion répétés. Aux explications inventées pour cacher les bleus de son fils. Nous aurions trouvé une solution, répondit-elle doucement. Nous sommes forts, tu te souviens? Mais je suis reconnaissante de ne pas avoir eu à le découvrir. Léo hocha la tête avec sérieux. Je pensais à arrière-grand-mère Rosa aujourd'hui. Tu crois qu'elle savait? Qu'elle savait que nous aurions besoin de cet endroit exactement.
Quand il le faudrait. Elena regarda autour d'elle. La cabane n'était plus seulement leur refuge, mais le cœur battant d'une communauté renaissante. Par les fenêtres, elle voyait les petites lumières briller dans les cabanes alentour, pareilles à des étoiles tombées dans la forêt. Et dans ce scintillement fragile et puissant, elle sentit la réponse, oui. Rosa avait su. Le refuge de Rosa. Les soirs au refuge avaient retrouvé une normalité que beaucoup de femmes croyaient à jamais perdue. On voyait des mères préparer le dîner pour leurs enfants, les aider à faire leurs devoirs. Raconter des histoires au moment du coucher. Des gestes simples, quotidiens, mais qui représentaient pour elle un miracle. Après tant d'années d'angoisse et de violence, elle redécouvrait la chaleur d'une vie de famille. Je crois qu'elle savait que quelqu'un en aurait besoin, murmura Elena, en songeant à sa grand-mère. Peut-être pas nous en particulier, mais quelqu'un. Et je pense qu'elle serait fière de ce que c'est devenu. 2 années s'étaient écoulées depuis le jour où elle et Léo avaient grimpé pour la première fois cette vieille échelle de corde. Depuis, le refuge de Rosa avait accueilli plus de 200 femmes et enfants, leur offrant la possibilité de reconstruire une existence nouvelle, libre et digne. Certaines ne restaient que quelques semaines, d'autres plusieurs mois, mais toutes repartaient transformées, plus fortes, plus sûres d'elles, plus confiantes en leur avenir. La fondation avait grandi au-delà de leurs espérances. 3 autres sites avaient vu le jour dans différents États, et des programmes similaires s'étaient inspirés de leurs modèles partout dans le pays. Le succès, cependant, avait apporté avec lui des défis inattendus. La médiatisation qui les avait protégés, en dissuadant les charognards avides de leur héritage, avait aussi attiré d'autres ennemis, plus sournois et plus déterminés. Devant les grilles du refuge, des manifestants apparurent, accusant Elena de briser des familles, de détruire la sacralité du mariage. Chaque semaine, des lettres anonymes arrivaient, emplies de menaces inquiétantes et de détails précis sur la vie quotidienne du refuge. Trop précis. Comme si quelqu'un, de l'intérieur, observait chacun de leurs gestes. Le plus grave fut l'arrivée d'une femme nommée Rebecca. Elle s'était présentée 6 mois plus tôt, couverte de bleu, racontant qu'elle fuyait un mari violent en Californie. Son récit semblait crédible, ses blessures bien réelles, et elle s'intégra parfaitement à la communauté. Mais Elena remarqua bientôt des comportements étranges, des questions trop ciblées sur la sécurité, des photos prises de zones interdites aux résidentes. Une enquête révéla la vérité. Rebecca Martinez n'existait pas. Elle s'appelait en réalité Rebecca Walsh, détective privée engagée par un groupe d'hommes hostiles à la cause du refuge. Ses blessures n'étaient que le fruit d'une mise en scène sordide pour crédibiliser son infiltration. On nous traque, confia Elena à Tom Chen, leur avocat et allié fidèle, lors d'une de leurs réunions mensuelles. Ce ne sont plus seulement des gens qui veulent notre argent. Ce sont des gens qui veulent détruire ce que nous avons bâti. Tom hocha la tête, sombre. J'ai entendu des rumeurs. Certains groupes considèrent ta fondation comme une menace pour leur idéologie. Ils sont organisés, bien financés, et ils ne renonceront pas. Ces paroles prirent un relief terrifiant. Quelques mois plus tard. L'attaque. C'était un soir d'octobre, pluvieux et oppressant. Elena travaillait tard dans le vieux grenier de la cabane perchée. Là où tout avait commencé. Sur la table, des dossiers s'empilaient, des candidatures pour le nouveau programme de formation professionnelle que la fondation allait lancer. Léo, devenu plus sociable et confiant, passait la nuit dans l'une des cabanes familiales avec ses camarades. Tout semblait calme. Puis le silence s'imposa. Les bergers allemands du refuge, 3 chiens dressés à la fois pour protéger et rassurer les résidentes, s'étaient tus. Ces animaux, d'ordinaire si bruyants, aboyaient pour un rien, un écureuil, une camionnette de livraison. Mais ce soir, pas un son. Le silence de la forêt devint une menace palpable. Le cœur battant, Elena éteignit toutes les lampes et se glissa jusqu'à la fenêtre. À travers la pluie et l'obscurité, elle distingua 6 silhouettes. En treillis noirs. Elles avançaient avec une précision militaire, communiquant par signes de main et équipées de lunettes de vision nocturne. Ce n'étaient ni des cambrioleurs, ni des journalistes. Curieux. C'était une attaque coordonnée. Ses mains tremblaient lorsqu'elle saisit le téléphone d'urgence relié directement au bureau du shérif. Mais aucun signal ne passa.
Les lignes avaient été coupées. Son portable affichait, comme toujours dans cette zone isolée, aucun réseau. Quant au téléphone satellite qu'elle avait fait installer pour parer à toute éventualité, il indiquait un message qu'elle n'avait jamais vu, signal brouillé. Quelqu'un bloquait volontairement leur communication. Les hommes se dispersaient déjà autour des cabanes, encerclant la zone où 23 familles dormaient, persuadées d'être en sécurité. D'autres silhouettes apparaissaient dans les bois. Ils étaient au moins une douzaine. Elena comprit qu'elle n'avait que quelques minutes pour agir. L'alarme. Elle grimpa jusqu'à la plateforme la plus haute, où sa grand-mère avait suspendu, des décennies plus tôt, une vieille cloche d'alarme. La corde rapa ses paumes tandis qu'elle tirait de toutes ses forces. Le son métallique éclata dans la nuit, résonnant dans la forêt comme une détonation. C'était le signal d'évacuation. Chaque famille savait ce que cela signifiait. Chaque mois, elle répétait l'exercice, sans jamais croire qu'il servirait un jour. Dès les premiers coups de cloche, les lumières s'allumèrent dans les cabanes. Des ombres se mirent en mouvement. Par les issues de secours et les chemins secrets aménagés dans la canopée, les familles s'élancèrent. Mères portant leurs enfants, adolescents. Soutenant des personnes âgées, tous se déplaçaient avec une efficacité silencieuse, fruit de longues répétitions. En bas, les assaillants comprirent que l'effet de surprise leur échappait. Des cris éclatèrent, des lampes torchées jaillirent, mais il était trop tard. Les cabanes se vidaient déjà, leurs habitantes se fondant dans la nuit sur des sentiers que seules elles connaissaient. Elena, elle, restait prisonnière. Perchée à plus de 12 mètres de hauteur, elle n'avait pour descendre que l'échelle de corde, qui l'exposerait comme une cible vivante. Les hommes approchaient. Ses chances semblaient nulles. Le secret de Rosa. Alors, un souvenir jaillit. Dans la dernière lettre de Rosa, sa grand-mère avait évoqué des compartiments secrets, aménagés dans l'arbre lui-même. Elena n'y avait jamais prêté grande attention, pensant qu'il s'agissait des délires paranoïaques d'une vieille femme obsédée par les services gouvernementaux, qui surveillait jadis ses investissements. Mais Rosa avait parlé d'un tunnel d'évasion, creusé à travers l'immense système racinaire du chêne. Guidée par l'instinct, Elena descendit au niveau le plus bas du refuge, un espace qu'elle utilisait seulement comme débarras. Là, derrière des caisses de provisions, une dalle de bois semblait différente. Elle l'écarta et découvrit une ouverture sombre, étroite, qui s'enfonçait dans la terre. L'air y était lourd, saturé d'humidité et d'odeur de terre ancienne. Elle attrapa le sac d'urgence qu'elle avait préparé depuis longtemps. Papier d'identité, argent liquide, un téléphone satellite de rechange, quelques vivres. Sans hésiter davantage, elle s'engagea dans le boyau. Le tunnel était étroit, soutenu par des planches vermoulues, et chaque pas donnait l'impression qu'il allait s'effondrer. Le bruit des hommes fouillant au-dessus d'elle rendait l'expérience encore plus terrifiante. Le temps sembla se dilater. Ses genoux et ses coudes la brûlaient, ses mains s'écorchaient contre les parois. L'air manquait. Mais elle avançait, portée par une seule pensée, survivre pour protéger les autres. Enfin. Après ce qui lui parut une éternité, sans doute 20 minutes seulement, elle aperçut une faible lumière. Le tunnel débouchait sous un tronc tombé depuis des années, recouvert de mousse et de feuilles. Elena rampa jusqu'à l'ouverture et émergea à l'air libre, haletante, les cheveux couverts de terre, mais vivante. Elle se trouvait à près de 200 mètres du refuge. Derrière elle, les assaillants tournaient encore autour de la cabane perchée et des habitations vides, criant, braquant leurs lampes, utilisant des détecteurs thermiques. Mais ils ne trouveraient personne. Les familles étaient déjà loin, disséminées dans la nuit, guidées par les chemins secrets hérités de Rosa. Héritage de résistance. Tremblante mais déterminée. Elena s'assit un instant contre le tronc, serrant contre elle son sac. Elle comprit alors toute la portée de l'héritage de sa grand-mère. Rosa n'avait pas seulement laissé une fortune matérielle, ni même un simple refuge. Elle avait légué une vision, celle d'un lieu où la sécurité, la dignité et l'espérance pouvaient renaître, même au cœur de la peur. Et ce soir-là, grâce à ce legs, 23 familles venaient d'échapper à une attaque méthodiquement planifiée. Le refuge n'était pas tombé. Il avait résisté. Elena, couverte de boue et de sueur, leva les yeux vers la voûte sombre de la forêt. Elle savait que le combat ne faisait que commencer. Mais elle savait aussi que,
tant qu'elle tiendrait debout, tant que le souvenir de Rosa vivrait dans ce lieu, jamais il ne parviendrait à détruire ce qu'elles avaient bâti. Elena activa le téléphone satellite de secours et, le souffle court, parvint enfin à joindre les services d'urgence. Ici Elena Ramirez. À la maison refuge de Rosa, annonça-t-elle d'une voix tendue. Nous sommes attaqués par plusieurs intrus armés. Les familles ont été évacuées vers les points de sécurité, mais nous avons besoin d'assistance immédiate. Elle n'avait pas osé espérer une réponse aussi rapide. 30 minutes plus tard, la forêt tout entière semblait vibrer sous l'arrivée de dizaines de véhicules. Des shérifs, des policiers d'État et des agents du FBI, déjà en alerte face aux menaces récurrentes contre la Fondation, encerclèrent le périmètre. Les assaillants, qui pensaient surprendre un lieu fragile, se retrouvèrent soudainement piégés, isolés, submergés. Leur attaque méticuleusement planifiée se transforma en une capitulation humiliante. 9 personnes furent arrêtées, 7 hommes et 2 femmes, tous porteurs d'armes et d'équipements électroniques conçus pour neutraliser communications et systèmes de sécurité. L'interrogatoire révéla vite l'existence de liens avec un réseau d'extrémistes. Pour eux, le refuge incarnait tout ce qu'ils combattaient, l'indépendance des femmes, les programmes sociaux soutenus par l'État, et ce qu'ils appelaient la destruction des valeurs familiales traditionnelles. Mais leur offensive avait échoué sur toute la ligne. Pas un seul blessé. Les familles purent regagner leur cabine dans la soirée, tremblantes certes, mais indemnes. La tentative d'assaut fit les gros titres. La couverture médiatique fut massive, et surtout, d'un soutien écrasant envers le refuge. Les dons affluèrent du monde entier. Des célébrités déclarèrent publiquement leur appui. Même des parlementaires commencèrent à rédiger des lois visant à garantir une protection fédérale au Centre pour victimes de violences domestiques. Vous savez ce qu'il y a d'ironique, dit Elena à l'agente du FBI chargée de l'enquête, Sarah Coleman. Ces gens voulaient détruire quelque chose qu'ils percevaient comme une menace pour les familles. Mais tout ce que nous faisons ici, c'est au contraire reconstruire des familles. Aider des enfants à guérir de leur traumatisme. Offrir aux mères la force de protéger leurs enfants. L'agent hocha la tête. Son regard sombre mais bienveillant. Les extrémistes ne voient jamais au-delà de leur propre idéologie, murmura-t-elle. Mais, paradoxalement, cette attaque pourrait être la meilleure chose qui soit. Arrivez à votre cause. Vous bénéficiez désormais d'un soutien sans précédent. Elle avait raison. 6 mois plus tard, la maison refuge de Rosa avait essaimé 12 antennes à travers 8 États. L'organisation employait plus de 200 personnes, conseillers, enseignants, avocats spécialisés, experts en sécurité, coordinateurs de programmes. Près d'1 millier de familles avaient déjà été aidées. La liste d'attente pour une place résidentielle s'allongeait sur 6 mois. Pour Elena, le changement le plus bouleversant se voyait pourtant à travers son fils. Léo, alors âgé de 11 ans, se trouvait dans une cabine lors de l'attaque. Il avait passé l'évacuation à rassurer les plus jeunes. Sa maturité calma les adultes eux-mêmes. Au lieu de sombrer dans le traumatisme. L'expérience semblait l'avoir galvanisé. « Maman, je veux apprendre la sécurité », lui confia-t-il quelques semaines après. Pas les armes, mais comment protéger les gens. Comment dessiner de meilleurs issues de secours. Comment repérer une menace avant qu'elle ne devienne dangereuse. Elena organisa aussitôt une formation auprès du consultant en sécurité de la Fondation, un ancien agent du FBI. Spécialisé dans la protection de sites sensibles. En quelques mois, Léo proposait déjà des améliorations aux procédures d'urgence, dessinait de nouveaux plans plus sûrs pour les futures cabines. Il a des instincts naturels, confia le consultant à Elena. Je n'ai jamais vu un enfant de son âge comprendre l'évaluation des menaces et la gestion de crise avec une telle clairvoyance. Quoi qu'il choisisse plus tard, il excellerait à protéger les autres. 3 ans après l'attaque, le refuge de Rosa était devenu un modèle mondial. Elena recevait des invitations pour parler dans des conférences internationales. Des universités lui décernèrent des doctorats honorifiques. Les méthodes novatrices de la Fondation en matière de guérison des traumatismes étaient étudiées, reproduites, adaptées partout sur la planète. Mais la reconnaissance la plus inattendue surgit d'une source improbable. Un soir, alors qu'Elena travaillait dans la cabane originelle où tout avait commencé. Son ami Tom Chen l'appela.
Elena, je viens d'avoir au téléphone des représentants du Vatican. Ils veulent créer quelque chose qu'ils appellent le prix humanitaire Rosa Ramirez. Quoi, fit-elle. Stupéfaite. Apparemment, l'histoire de ta grand-mère et ce que tu as accompli avec son héritage ont attiré l'attention de gens très influents. Ils veulent instituer une récompense annuelle destinée à honorer ceux qui utilisent des ressources inattendues pour aider des victimes de violences. Rosa serait la première récipiendaire, et toi la seconde. Elena posa ses yeux sur les murs arrondis de la cabane qui l'avait abritée, elle et Léo, quand ils n'avaient nulle part où aller. Par la fenêtre, la forêt s'étendait, constellée désormais de petites maisons sur où des dizaines de familles reprenaient vie. Tom, dit-elle doucement, je n'ai pas besoin de prix. Les familles que nous aidons sont la seule reconnaissance qui compte. Je le sais, répondit Tom. Mais réfléchis à ce qu'un tel prix pourrait apporter aux autres femmes encore prisonnières de ce que tu as vécu. À l'attention que cela attirerait. Au financement qu'il générerait. Elena comprit. Accepter une récompense ne relevait pas de l'ego, mais de la possibilité de porter plus loin le message, de tendre la main à ceux qui ignoraient encore qu'une issue existait. D'accord, céda-t-elle. Mais seulement si nous pouvons profiter de la cérémonie pour annoncer quelque chose de nouveau. Que as-tu en tête? J'y pense depuis l'attaque. Je veux lancer un programme de bourse, prise en charge intégrale des frais universitaires pour tout enfant ayant vécu dans nos refuges. Briser le cycle complètement. Leur offrir chaque chance possible. Ainsi naquit la Fondation éducative Rosa Ramirez. 6 mois plus tard, avec un fonds de 50 millions de dollars puisé dans l'héritage d'Elena. Les premiers bénéficiaires furent des adolescents arrivés enfants brisés, repartant désormais vers l'université, porteurs de rêves que leurs parents n'avaient jamais osé encourager. Léo, âgé de 13 ans et devenu conseiller jeunesse officieux de la Fondation, prononça un discours qui impressionna toute l'Assemblée, composée de sénateurs, de célébrités et de survivants. Mon arrière-grand-mère Rosa a économisé toute sa vie parce qu'elle croyait en l'avenir, dit-il d'une voix claire. Elle croyait que quelqu'un, quelque part, aurait besoin de ce qu'elle construisait. Ma mère a trouvé ce trésor au moment où nous en avions le plus besoin. Mais le vrai trésor, ce n'était pas l'argent. C'était l'espérance. Il marqua une pause, son regard se posant sur les visages émus des boursiers, premiers de leur famille à accéder à l'université. Chaque personne aidée ici, chaque enfant qui obtient une bourse, chaque famille qui trouve un abri, nous sommes tous les héritiers de l'espérance de grand-mère Rosa. Nous sommes la preuve qu'économiser pour des jours meilleurs, croire en des inconnus, avoir foi en l'avenir, tout cela change le monde. Elena, les yeux embués de larmes, regardait son fils devenu ce jeune homme confiant, élevé parmi les arbres. Parlant avec une sagesse triple de son âge. Il avait trouvé sa vocation, et il était évident qu'il poursuivrait le recommencer par Rosa. Ce soir-là, assis côte à côte sur la plateforme de la vieille cabane, mère et fils contemplèrent le chemin parcouru. Le souvenir de la mère célibataire effrayée et du petit garçon traumatisé leur paraissait appartenir à une autre vie. Tu crois que Rosa aurait imaginé tout ça, demanda Léo en désignant les lumières des cabines et des bureaux qui formaient à présent un véritable village dans la forêt. Elena porta la main à la lettre de sa grand-mère, qu'elle gardait toujours dans sa poche. Je pense qu'elle serait émerveillée. Peut-être n'avait-elle jamais rêvé une telle ampleur. Mais oui, je crois qu'elle serait heureuse. Fière? Tu veux dire? Elena serra son fils contre elle, la voix brisée d'émotion. Fière au-delà des mots. Pas seulement de ce que nous avons bâti, mais de ce que nous sommes devenus en le bâtissant. Au loin, les rires d'enfants résonnaient entre les arbres, tandis que des familles s'installaient pour une nuit paisible. Dans certaines cabines, une mère lisait une histoire du soir sans crainte. Des adolescents faisaient leurs devoirs, rêvant d'université. De tout petits s'endormaient sans cauchemar. Rosa Ramirez avait mis de côté ses pièces de monnaie pendant 70 ans. Investi dans des entreprises encore inexistantes, cachait son trésor dans une cabane conçue pour les rêveurs et les réfugiés. Elle avait semé l'espérance sans savoir sous quelle forme elle germerait. 4 ans plus tard, son héritage dépassait l'imaginable. C'était la preuve qu'une vision, même solitaire, pouvait se transformer en sanctuaire pour des milliers d'âmes. Qu'un secret gardé avec
Amour pouvait fleurir en espoir partagé par le monde. Et que le plus grand héritage n'était pas l'argent, mais le courage de planter des arbres dont on ne verra jamais l'ombre, mais dont d'autres générations jouiront de la protection. La cabane qui avait sauvé Elena et Léo était devenue la graine d'un projet qui sauvait désormais des multitudes. Chaque famille accueillie y plantait à son tour une semence d'espérance dans sa communauté. Et ainsi, la vision de Rosa continuait à grandir, bien après que son nom se serait effacé des mémoires. Dans la forêt silencieuse, où résonnaient encore les appels des chouettes, des enfants grimpaient aux arbres sans peur. Et le cycle de la guérison se poursuivait, une famille après l'autre, éternellement. Le dernier secret de Rosa. L'histoire de Rosa semblait avoir livré tous ses mystères. Pourtant, elle en gardait encore un, le plus bouleversant de tous, celui qui allait transformer à jamais la perception qu'Elena et son fils avaient d'eux. Leur héritage. Ce fut Léo, désormais âgé de 15 ans, qui mit au jour ce secret. Pendant ses vacances d'été, il aidait la fondation à organiser et numériser les archives familiales. Assis dans l'ancien grenier de la cabane, devenu bureau moderne grâce aux travaux qu'ils avaient entrepris, il passait des heures à scanner lettres jaunies, relevés financiers et certificats d'action. Un après-midi, penché sur un vieux document, il fronça les sourcils. Quelque chose clochait. « Maman, viens voir ça !» appela Théil, la voix vibrante d'excitation. Elena monta l'escalier en colimaçon qui avait remplacé l'échelle de corde d'autrefois. Elle trouva son fils, courbé sous la lumière d'une lampe, une loupe à la main, examinant un certificat Microsoft vieux de plusieurs décennies. « Regarde la signature », dit-il en pointant du doigt le bas du document. Elena se pencha. Là où elle avait toujours cru lire R.M. Ramirez, elle découvrit un nom subtilement différent. R.M. Rodriguez. Une lettre de trop, une consonne remplacée, une nuance presque imperceptible. Mais indéniable. Peut-être une simple erreur de secrétaire, murmura-t-elle. Pourtant, au fond de son ventre, elle sentit cette étincelle particulière, ce frisson qui naît devant une découverte capitale. Léo, déjà absorbé, avait étalé d'autres certificats. Avec la minutie qu'il tenait au temps de ça. Mère que de son arrière-grand-mère, il comparait chaque signature. Non, maman. Regarde, tous sont signés Rodriguez jusqu'en 1962. Ensuite seulement le nom devient Ramirez. Et ce n'est pas tout. Il lui tendit une enveloppe qu'il venait de décoller soigneusement d'un autre courrier. À l'intérieur, une lettre datée de 1961, adressée à Rosa Maria Rodriguez. Elena sentit ses mains trembler. Elle lut. « Ma très chère Rosa. L'avocat m'a confirmé, le changement de nom est désormais officiel. Tu es Rosa Maria Ramirez, et plus jamais personne ne pourra faire le lien avec Rosa Rodriguez ni avec ce qui s'est passé au Texas. Tu te crois lâche de t'enfuir, mais ce que tu as fait exigeait plus de courage que de rester. Ton témoignage a fait tomber un monstre qui a détruit la vie de dizaines de femmes et d'enfants. Ni son argent ni son influence ne peuvent effacer ses crimes, ni rendre légitimes les menaces de sa famille. Parfois, le plus grand acte de bravoure est de disparaître pour recommencer à zéro. Construis une vie meilleure. Investis dans l'avenir comme nous en avions parlé. N'oublie jamais que tu as sauvé ces enfants, même si tu ne peux pas échapper à tes cauchemars. Avec tout mon amour. Margaret. Elena se laissa tomber sur une chaise, abasourdie. Léo, tu comprends ce que cela signifie? Ton arrière-grand-mère vivait sous une identité protégée. Pas officiellement par un programme gouvernemental, mais de fait. Elle avait changé de nom pour échapper à un danger mortel, parce qu'elle avait témoigné contre quelqu'un de très puissant. Toutes ces années de discrétion, ces cachettes, ces placements financiers méticuleux prenaient un sens nouveau. Rosa n'était pas une vieille dame excentrique obsédée par la sécurité. Elle était une survivante, une femme traquée. Léo, les doigts déjà lancés sur le clavier de l'ordinateur, fouillait les archives numériques avec l'aisance qu'il avait acquise en travaillant pour la Fondation. Maman, regarde ça. J'ai trouvé un article de journal du Texas, 1961. Elena lut à voix basse le titre qui glaça son sang. Propriétaire de ranch condamné pour abus sur mineur le témoin clé disparaît avant le prononcé de la peine. L'article décrivait le procès de William Blackwood III,
héritier d'une fortune pétrolière texane, reconnu coupable d'avoir organisé un réseau criminel exploitant des travailleurs migrants et leurs enfants. Le témoin principal, une jeune employée domestique du ranch, avait livré le témoignage décisif, puis s'était évaporé avant la fin du procès. Les procureurs soupçonnaient des menaces de mort. Blackwood avait tout de même écopé de 25 ans de prison, mais grâce à ses avocats, à l'argent et aux pressions politiques. Il fut libéré au bout de 8 années seulement. Helena sentit la nausée la gagner. Léo, s'il est sorti à la fin des années 60, avec son argent et ses relations, il a sans doute consacré sa vie entière à retrouver la femme qu'il avait envoyée en prison. Exactement, acheva son fils d'une voix sombre. Ils passèrent la journée entière à recouper les faits. Rosa n'avait que 20 ans lorsqu'elle avait assisté à ces horreurs. Elle avait eu le courage de témoigner, d'affronter l'un des hommes les plus puissants du Texas. Mais sa vie en avait été brisée, condamnée à l'exil. Forcée à changer de nom, elle avait fui en Oregon et bâti une nouvelle existence dans l'ombre. Soudain, tout s'éclairait, les investissements soigneusement planifiés, les compartiments secrets. La sécurité presque paranoïaque de la cabane. Rosa avait vécu cachée, préparant un futur qu'elle n'était pas certaine d'atteindre. « Attends, il y a plus, » dit Léo, les yeux rivés à l'écran. William Blackwood III est mort en 1998. Mais il avait un fils. William Blackwood IV. Et lui, il est toujours vivant. Un frisson glacé parcourut Helena. Que fait-il aujourd'hui? Il dirige une organisation appelée la Fondation Blackwood. Officiellement une œuvre caritative, mais regarde leur site. Helena scruta les slogans qui défilaient, défense des valeurs familiales traditionnelles. Protection des enfants contre l'ingérence gouvernementale. Mais derrière ces mots, elle reconnaissait immédiatement un discours hostile, précisément celui des groupes qui avaient manifesté devant la Fondation et tenté de l'infiltrer. Elle se souvint des menaces anonymes, des procès absurdes, des détectives privés. Et si, Léo, et si tout cela n'avait jamais été une question d'argent? Et si quelqu'un nous avait toujours cherché, à cause de Rosa? Leurs recherches confirmèrent leurs pires craintes, partout aux États-Unis, des refuges pour femmes victimes de violences avaient été harcelés, sabotés, parfois jusqu'à fermés. Et nombre de ces attaques provenaient d'associations financées par la Fondation Blackwood. Il la traque depuis 60 ans, murmura Helena, le cœur serré. Et maintenant que Rosa est morte, il nous a pris pour sa cible. Léo serra les poings. Alors nous sommes sa vengeance. Les jours suivants furent consacrés à la stratégie. Helena contacta l'agent Coleman, du FBI, celui qui avait déjà enquêté après l'assaut contre le refuge. Elle lui remit toutes leurs découvertes. Lors d'un appel crypté, Coleman parut secoué. « Helena, vous venez de mettre à jour ce que nous tentons de prouver depuis des années. Nous soupçonnons la Fondation Blackwood de financer des actions terroristes contre les refuges, mais nous n'avions jamais pu établir un mobile clair. Le témoignage de votre grand-mère explique tout. En moins d'une semaine, une enquête fédérale à grande échelle fut ouverte. Les agents découvrirent une organisation tentaculaire, infiltrée dans de multiples structures. Elle ciblait systématiquement les associations de défense des femmes et les foyers d'accueil. Le verdict fut implacable, William Blackwood IV avait non seulement hérité de la fortune familiale, mais aussi de l'obsession maladive de son père. Quand Rosa était morte paisiblement dans un hospice de Portland en 2018, il avait cru sa mission achevée. Mais l'affaire de l'héritage, l'explosion médiatique autour d'Helena et de la Fondation avait rallumé sa haine. À ses yeux, détruire ce refuge était la dernière étape pour effacer l'humiliation infligée à son père. 6 mois plus tard, les preuves accumulées aboutirent à une série d'arrestations spectaculaires. Blackwood IV et 17 de ses complices furent inculpés de conspiration, terrorisme intérieur et association de malfaiteurs. Les agents avaient saisi des relevés bancaires prouvant le financement d'attaques, des communications détaillant des plans d'infiltration, et pièce maîtresse, un journal intime où Blackwood avait consigné son obsession de traquer et de punir Rosa Rodriguez. Lorsque vint l'heure du procès, Helena fut appelée à témoigner. Elle se retrouva dans la même salle d'audience où, 60 ans plus tôt, une jeune domestique avait osé affronter l'héritier texan. Mais cette fois, ce n'était pas une jeune femme effrayée et seule. Helena entra entourée de soutien, protégée par les autorités,
porté par une organisation qui avait sauvé des milliers de vies. Dans sa déclaration, sa voix ne trembla pas. Ma grand-mère? Rosa Rodriguez, devenue Rosa Ramirez, avait 20 ans lorsqu'elle a tout risqué pour protéger des enfants de monstres. Elle a passé le reste de son existence à se cacher, à investir non pour elle-même mais pour celle qui viendrait après. Pendant 60 ans, le défendant a voulu réduire son œuvre en cendres. Mais il a échoué. Nous sommes encore là. Nous continuons à protéger, à reconstruire, à offrir un avenir à celles qui n'en avaient plus. Sa haine n'a pas vaincu son héritage. La salle retint son souffle. Les mots d'Elena résonnèrent comme un écho de Rosa. Mais aussi comme une victoire éclatante, une femme avait survécu à la peur, et sa descendance avait transformé cette peur en force. Léo avait désormais 16 ans. Plus qu'un simple adolescent. Il était devenu le représentant officiel de la jeunesse au sein de la Fondation, un rôle qu'il assumait avec une maturité qui surprenait même ceux qui l'avaient vu grandir. Le jour du procès. Il prit la parole devant la cour, la voix claire, ferme et vibrante d'émotion. Mon arrière-grand-mère a économisé pendant 70 ans, croyant en un avenir qu'elle ne verrait peut-être jamais. Elle ne pouvait pas savoir que son courage deviendrait une source d'inspiration pour des milliers de personnes, ni que son trésor caché deviendrait une lueur d'espoir pour des familles dans le monde entier. Elle a pourtant semé des graines, et ces graines ont donné naissance à quelque chose que l'accusé n'aurait jamais pu détruire, peu importe à quel point il a essayé. Ces mots frappèrent l'Assemblée comme une vérité irréfutable. Il n'y avait plus rien à ajouter. La salle retint son souffle, émue par la force de ce témoignage venu d'un adolescent dont la vie avait été bouleversée par la volonté d'une femme qu'il n'avait jamais connue. Le verdict tomba. Blackwood fut condamné à la prison à vie. Sa fortune colossale fut saisie et redistribuée à des organisations de lutte contre la violence domestique à travers tout le pays. La fondation Blackwood, qui pendant des décennies avait exercé son influence avec arrogance, fut démantelée. Son réseau d'associations affiliées s'effondra comme un château de cartes privé de son socle financier. Mais pour Elena, ce n'était pas la chute d'un empire corrompu qui comptait le plus. Ce qui avait réellement de la valeur, c'était la renaissance de l'histoire de Rosa. Le procès avait permis de dévoiler toute l'étendue de son courage. On découvrit le portrait d'une jeune femme qui avait osé défier le danger pour protéger des enfants, d'une grand-mère qui avait passé 60 ans à l'ombre, non pas pour se cacher lâchement, mais pour bâtir en silence quelque chose de beau, de durable, d'indestructible. Une femme qui avait épargné sou après sou, alors même qu'elle ignorait si l'avenir lui offrirait un lendemain. Afin de rendre hommage à son héritage, Rosa S. Refuge commanda une statue à placer à l'entrée de la cabane dans l'arbre originel. On y voyait une jeune femme au regard déterminé, tenant dans ses mains des graines prêtes à être semées. L'inscription gravée à ses pieds proclamait « Elle a planté l'espérance dans la solitude des bois, et le monde en a été transformé ». Bientôt, des programmes éducatifs à travers tout le pays commencèrent à raconter l'histoire de Rosa Rodriguez. Dans les écoles, on l'enseignait comme exemple éclatant de ce que le courage ordinaire pouvait accomplir. Les enfants apprenaient qu'elle avait été une simple domestique, mais qu'elle avait osé se dresser contre les puissants. Ils découvraient qu'elle avait été une investisseuse visionnaire, préparant des lendemains auxquels elle ne participerait jamais. Ils comprenaient enfin qu'elle avait été une grand-mère qui, dans le secret, avait préservé un trésor d'espérance pour des petites filles qu'elle ne rencontrerait jamais. Un soir, alors que le crépuscule enveloppait doucement la clairière, Léo et Elena s'assirent dans la cabane originelle. 5 années s'étaient écoulées depuis qu'ils avaient gravi cette échelle de corde en tant que réfugiés, fuyant une vie brisée. Désormais, l'endroit était devenu le cœur battant d'une communauté entière. Léo, les yeux levés vers le plafond de bois poli par le temps, dit doucement. Tu sais ce que je trouve le plus incroyable dans toute cette histoire? Quoi donc? Demanda Elena avec tendresse. L'arrière-grand-mère Rosa croyait se cacher. Elle pensait fuir le monde. Mais en réalité, elle courait vers nous, vers ce lieu, vers ce moment. Elle avançait sans le savoir vers tout ce que nous avons construit ensemble. Elena resta silencieuse, bouleversée par la justesse de ses paroles. Ses yeux se perdirent dans la vue qui s'offrait depuis la cabane, un véritable village forestier avait surgi autour d'eux. Dans la nuit, les lumières des cabanes brillaient comme des étoiles tombées du ciel. Des familles s'y réchauffaient, enfin en sécurité après tant d'années de peur.
Dans les bâtiments administratifs, des conseillers, des enseignants et des défenseurs travaillaient d'arrache-pied pour briser les cycles de violence et planter à leur tour des graines d'espérance. Elle nous a sauvés avant même notre naissance, murmura Elena d'une voix émue. Oui, ajouta Léo, la conviction au bord des lèvres, elle nous a sauvés avant même de savoir que nous aurions besoin d'être sauvés. Et aujourd'hui, nous sauvons à notre tour des gens qui ne sont pas encore nés. Chaque famille que nous aidons, chaque enfant qui reçoit une bourse, chaque personne qui trouve ici un abri, chacun d'eux sortira dans le monde et deviendra à son tour un sauveur. L'espérance de grand-mère Rosa continue de grandir, encore et encore. Dans le lointain, un hibou lança son appel grave à travers l'obscurité. C'était le même cri qui avait résonné la nuit où Elena et Léo, encore meurtris, étaient arrivés dans la forêt. Mais aujourd'hui, ce son n'avait plus rien de terrifiant. Il n'était plus le signe de la solitude ou du danger, mais celui d'une forêt devenue sanctuaire, d'une clairière transformée en communauté, d'un secret transfiguré en héritage. Rosa Rodriguez était partie de rien, sinon de son courage. Mais elle avait terminé son existence avec tout ce qui comptait véritablement, la preuve éclatante qu'une décision juste, même si elle coûte tout, peut traverser les générations et transformer le monde au-delà de toute imagination. La cabane qui autrefois avait dissimulé ses secrets était devenue la fondation d'espérance abritant des milliers d'âmes. Et les graines qu'elle avait semées, seules, dans la rudesse de la forêt, avaient germé en une immense forêt de possibles. Un monde d'espérance, destiné à croître bien après que le souvenir de son nom se soit estompé dans la mémoire des hommes.